La rivière chante des notes argentées, un babillement perpétuel et chaotique au sein duquel une mélodie complexe semble en suspension, envoûtante, à peine audible pour l'homme qui l'écoute. Il pourrait passer une éternité ici à essayer d'en trouver le cœur, sans jamais réussir, mais sans pour autant considérer qu'il perd son temps. Le bruit de l'eau sur la pierre, l'interaction de l'énergie avec la matière, tout cela crée une douce symphonie à la fois anodine et unique. Il ne sait pas depuis combien de temps il se trouve en ce lieu à écouter. Aussi, il se rend compte qu'il ignore ce qu'est ce lieu. L'homme qui écoute l'eau prend conscience de son être par étapes successives, comme un dormeur qui s'éveille des profondeurs abyssales du sommeil, remonte à travers les eaux troubles de la demi-conscience, où la pensée évolue en tourbillon tourmenté pour enfin émerger à la lumière. Première révélation, il n'est pas le chant de la rivière. Il est une entité séparée de l'eau et il l'écoute. Puis viennent les sensations. Il comprend qu'il est assis sur la berge de la rivière. S'il y a un soleil ou des soleils, il ne peut les voir à travers les branches des arbres, dans les cimes et à travers la brume épaisse qui recouvre les lieux. Mais il y a suffisamment de lumière pour qu'il puisse distinguer son environnement. Les arbres sont énormes et majestueux, avec des troncs massifs qui pourraient être encerclés par une, deux ou même une demi-douzaine de personnes bras écartés. Leur écorce rugueuse et craquelée les constelle de taches d'ombre, comme si les arbres eux-mêmes étaient camouflés. Le sol sous leurs branches est le terrain d'une âpre bataille entre les différentes broussailles qui poussent dans la zone. Ces plantes obstinées, difformes et hérissées d'épines luttent pour un peu d'espace et de lumière, comme des enfants turbulents jouent entre les jambes des adultes. La terre dans laquelle elles poussent est noire et riche, et quand l'homme qui écoute l'eau y plonge les doigts, les odeurs de vie, de mort et bien d'autres choses encore envahissent ses narines. C'est une fragrance familière, même s'il est incapable de dire d'où il la connaît ni pourquoi. Alors qu'il enfonce ses doigts dans l'humus, au manque de toucher, il se rend compte qu'ils sont recouverts de gantelets de métal. C'est même tout son corps qui est recouvert d'une armure, un imposant harnois de plate noire aux reflets légèrement teintés vert foncé. Ce poids aussi est une sensation familière. C'est comme si l'armure était une partie de lui, une extension aussi naturelle que les coquilles des crustacés qui nichent dans les recoins et les méandres de la rivière devant lui. Il se penche en avant et contemple l'eau quasi immobile, près de la berge, protégée du courant principal par un rocher en amont. La surface de la rivière ici constitue un miroir presque parfait, aussi lisse qu'un rêve. L'homme qui écoute l'eau ne reconnaît pas le visage qui le fixe en retour. Il est sculpté de rides profondes, comme si tout un monde de problèmes et de soucis l'avait submergé, à l'instar de l'eau léchant la berge, chacun laissant dans leur sillage les marques qui sillonnent sa peau. Ses cheveux sont pâles, une crinière grisonnante veinée de fils toujours blonds çà et là. La partie inférieure de son visage est mangée d'une barbe épaisse et fournie qui ne laisse entrevoir que ses lèvres. Une bouche sévère, plus prompte au rictus désapprobateur qu'au sourire enjoué. Il lève une main devant son visage encore maculé de terre. Son reflet répond de même. Il s'agit donc assurément de son visage, mais cette vision n'engendre aucun souvenir en lui. Il ignore qui il est, et il ignore où il se trouve malgré le caractère apaisant, familier de son environnement. Par conséquent, il n'y a pas de raison de rester ici.
L'homme qui écoute l'eau est en réalité Lionel Johnson, dans une dimension inconnue. Le primarque des Dark Angels vit un home sur la berge près de l'endroit où il était assis, de la même couleur que son armure, home qu'il ramassa et verrouilla à son armure dans un mouvement tout aussi instinctif que le reste. Puis il marcha le long de la berge, constatant que cette forêt étrange avait une lumière qui constituait une présence quasi spectrale qui illuminait sans jamais révéler sa source. Il aperçut des ombres évoluant alentour, mais rien ne laisse entrevoir ce qui les projetait. Alors que la rivière commençait à se faire plus rectiligne, plus large, le primarque vit sur la rive opposée un bâtiment constitué de pierres taillées à la teinte gris-bleu, parsemé de particules scintillantes. Bien que dominée par les arbres alentours, cette fortification était solide. Sur le plan d'eau immobile à sa base se trouvait une barque de bois brut à peine assez large pour accueillir une personne. Lionel Johnson aperçut un vieil homme assis dans l'embarcation, avec une peau brune satinée, des sillons sur ses traits et des longs cheveux gris et ternes. Cet inconnu assis et voûté avait une couronne, un cercle doré posé sur sa tête. Il tenait une canne à pêche dont le fil plongeait dans l'eau. Le primarque salua ce roi qui tourna son regard vers lui, mais tout en gardant le silence. Puis, il l'ignora pour se reconcentrer sur sa canne à pêche à la grande colère du lion qui se voyait ignoré. Furieux, il décida d'aller à la rencontre de ce roi étrange et pénétra dans la rivière avec l'intention d'atteindre la barque. Au bout de quelques pas à peine, il perçut des ombres sous la surface de l'eau, des ombres massives qui nageaient en cercle concentrique autour de la barque du vieux roi. Pire, le primarque comprit que le roi était blessé, son sang s'épanchant lentement dans l'eau, goutte après goutte. Cette allégorie de l'empereur dans la Caliban miroir que représentait cette forêt était sa lutte contre le chaos qui tournait autour de lui comme un prédateur, attendant qu'il soit assez affaibli pour s'en prendre à lui. Mais frappé par son amnésie, Lionel Johnson l'ignorait. Certaines des ombres commencèrent à se diriger vers le primarque qui ressentit immédiatement le danger. Alors une voix dans sa tête lui ordonna de retourner sur la berge, et cherchant qui lui avait parlé, le lion vit un guetteur des ténèbres sur la terre ferme. Sentant que cette créature représentait une connexion avec son passé, il obéit et rebroussa chemin pour remonter sur la berge. Le guetteur affirma que ces ombres pouvaient le détruire et affirma aussi au lion qu'ils étaient tous les deux chez eux sans plus d'explication. Après un dernier regard vers le roi sur la barque, le lion aperçut une forme blafarde au loin au milieu des arbres, mais de son côté du cours d'eau. Se dirigeant vers elle et laissant la rivière derrière lui, le lion pénétra dans le sous-bois envahi de lianes et de branches. En parallèle, le guetteur ne cessait de réapparaître et de disparaître, émergeant des ombres environnantes tout en restant silencieux. Atteignant son objectif, le primarque se retrouva face à un bâtiment, ou du moins le toit d'un bâtiment. Un dôme composé de belles pierres pâles, soutenues par des piliers. Mais le guetteur des ténèbres apparut à son niveau et lui conseilla de ne pas avancer plus loin car il n'était pas encore assez fort. Sans plus d'explications, le guetteur conseilla au lion de suivre sa nature. Sentant alors dans l'air une odeur de corruption, le primarque laissa son instinct de chasseur le guider. Puis, Lionel Johnson se mit à courir pour traquer sa proie. Et finalement, en ce début du 42e millénaire, 10 000 ans après sa disparition, il émergea enfin dans une galaxie où ne subsistait que la guerre. Sans comprendre comment Lionel Johnson émergea dans une forêt nouvelle, absorbé qu'il était dans sa traque qui lui remémora des souvenirs de traque de bêtes dont il se souvenait à peine. Incapable de dire à quel moment la forêt avait commencé à changer de caractère, il analysa son nouvel environnement, constatant que les arbres étaient différents et que la chaleur d'un soleil lui caressait la peau.
Percevant un mouvement devant lui, il commença à se faire une représentation mentale de ce qu'il était en train de poursuivre. Une bête imposante, un prédateur de grande taille et dangereux. Grâce à son armure qui analysait frénétiquement son environnement et lui offrait un relevé de concentration moléculaire et des traces de phéromones qui se superposaient sur le champ de vision de son home sous la forme de traînées fantomatiques, le lion comprit qu'il y avait 3 créatures corrompues proches de lui. C'est alors qu'il entendit des voix humaines. Il fonça vers le lieu où ces voix venaient et percuta violemment une créature monstrueuse en train de fondre sur un groupe d'humains composé de 2 hommes adultes et d'un enfant, tous sales et fatigués. Le lion fit face aux 3 bêtes, l'une couverte d'écailles vertes iridescentes, l'autre possédant une fourrure verte et mauve parsemée de quelques écailles, et la dernière protégée par une carapace chitineuse. Toutes étaient dotées de mâchoires allongées, hérissées de dents pointues. L'une d'elles possédait une paire de défense sous son menton, alors qu'une autre était équipée de grandes cornes striées qui s'incurvaient au-dessus de ses yeux. En quelques secondes, le primarque massacra ses horreurs mutées par l'influence maligne du chaos, avec seulement l'aide de ses poings. Faisant ensuite face aux humains ébahis, le primarque apprit qu'il se trouvait sur un monde impérial se nommant Kamart. Les humains ramassaient du bois pour leur camp de réfugiés qui était sous la protection d'un protecteur. Les humains l'invitèrent à les suivre afin de rencontrer leur bienfaiteur qui les avait protégés depuis ce qu'ils nommaient la fin de leur monde, quand le ciel s'était ouvert en 2 et les engences, une bande du chaos, étaient arrivées pour corrompre faune et flore. Malgré une méfiance profondément ancrée en lui, symptôme d'une trahison passée dont il ne se souvenait plus, le lion se tourna vers le cadavre du dernier prédateur qu'il avait tué. Il souleva la carcasse du sol et la cala sur ses épaules. Puis il suivit les humains, constatant au fil de leur progression que cette partie de la forêt avait été vidée de tout son gibier et l'absence notable de bois mort, ce qui expliquait en partie pourquoi les mortels s'étaient aventurés aussi loin de chez eux pour se réapprovisionner, refusant de couper les arbres pour se protéger au mieux des engences. Arrivé dans le campement qui s'étalait entre les troncs des arbres qui offraient la canopée la plus épaisse, le lion constata la présence d'une centaine de personnes à l'air triste et lugubre. Le primarque laissa la carcasse posée sur ses épaules tomber au sol et exigea qu'on lui apporte un couteau pour dépecer sa proie. C'est alors que le protecteur émergea des ombres. Quand le chasseur vit cette silhouette énorme vêtue d'une armure noire, cabossée, ourlée d'un liseré argenté et son épaulière gauche ornée de l'emblème des Dark Angels, Lionel Johnson retrouva subitement la mémoire, se rappelant de toute sa vie, de qui il était, de ses frères, des guerres et des trahisons. À part sur ce qui lui était arrivé entre sa confrontation contre Luther et son réveil dans la Caliban Miroir. En regardant ce protecteur, il vit que c'était un Space Marine de sa légion, un déchu. Quand ce dernier aperçut le lion, il le reconnut aussi et dégaina sans aucune hésitation ses 2 pistolets bolteurs avant de tirer sur le seigneur de la première. Dans la microseconde qui séparait le moment où les muscles des doigts du Space Marines commençaient à se contracter et celui où ses réflexes transhumains redressaient l'arme, le lion avait déjà bougé. Le primarque effectua des bonds inhumainement rapides et entra en collision avec le Space Marine, l'entraînant au sol et le désarmant. Examinant l'armure noire du déchu, qui arborait encore des insignes qui ne signifiaient rien pour ceux qui n'appartiennent pas à la première légion, le lion l'identifia comme étant Zabriel, un Astartes d'origine terrane qui servait dans l'ancien corps des destructeurs de la Légion avant même que le primarque ne soit retrouvé. Malgré les protestations des mortels qui défendaient Zabriel, le lion ne voyait qu'un traître responsable de la chute de Caliban. Mais Zabriel protesta à son tour, qualifiant le lion de renégat qu'il avait abandonné, lui, Caliban et l'Imperium, ce qui toucha le primarque. Mais quand le déchu lui demanda où il était passé ces 10 000 dernières années, le lion fut comme paralysé en entendant la durée qui s'était écoulée depuis la chute de Caliban. Soudainement, il demanda au déchu de lui montrer son visage,
et fut frappé de voir que son fils avait vieilli. Il n'avait jamais vu un Space Marine aussi vieux. Cela lui rappela alors que lui aussi avait vieilli. Zabriel pensait que le Primarque était un renégat qui était venu le tuer après l'hérésie d'Horus, n'ayant toujours pas supporté de l'avoir vu ravager Caliban et massacrer les Dark Angels durant la bataille qui avait vu la destruction de cette planète. Le déchu jura qu'il n'avait rien su des sombres pactes passés par Luther et ses lieutenants et affirma devant le lion qu'il était toujours un fidèle serviteur de l'empereur. Tu dis que j'ai abandonné l'Imperium. Est-ce que tu me jures par tout ce que tu tiens de plus sacré que toi tu es resté loyal, qu'en dépit des allégeances de tes commandants, toi, Zabriel, tu as toujours aimé l'empereur et l'humanité, et que tu t'es dressé contre tes frères et moi-même uniquement parce que tu pensais avoir été trahi ou que nous avions trahi? Zabriel jurera de tout son cœur et de toute son âme. Le Primarque le crut, mais fut irrité quand Zabriel lui demanda à son tour de prêter serment de loyauté envers l'empereur et son impérium. Comprenant qu'il devait apprendre à faire des concessions pour regagner la confiance de son fils, et considérant qu'il n'avait aucune raison de ne pas donner une réponse honnête, le lion refit serment d'allégeance envers son père. Johnson discuta alors avec Zabriel, apprenant que le déchu avait été happé par la tempête Warp ayant détruit Caliban et avait émergé dans la galaxie 4 siècles avant leur rencontre. Le Primarque apprit que la période dans laquelle il se trouvait était dominée par le fanatisme religieux impérial qui vénérait l'empereur comme un dieu à sa grande horreur, que les Primarques n'étaient que des souvenirs lointains, voire des mythes, que les légions avaient été remplacées par des chapitres de 1000 guerriers, que les Dark Angels contemporains traquaient les survivants de la chute de Caliban pour les torturer et les tuer, et que la Grande Faille, l'immense tempête Warp qui coupait la galaxie en deux, empêchait de communiquer avec Terra, isolant le lion et Zabriel dans le secteur où se trouvait Kamart. Bouleversé par ces informations, la paranoïa du Primarque ressurgit, y voyant éventuellement une ruse du chaos pour le tourmenter. Décidant d'attendre que cette éventuelle illusion se fissure, il retourna vers le cadavre de la bête mutante et se mit à la dépecer avec un grand couteau que les humains lui avaient offert pour se calmer l'esprit. La nuit tombait et le spectacle de la grande faille illuminant le ciel s'offrit à la vue du Primarque, apprenant de Zabriel qu'elle perturbait toutes les formes de communication à longue distance et voilait l'Astronomicon. Pire, les Xénos comme les suppôts du chaos pillaient et massacraient à tout va. Kamart avait été une victime d'une bande du chaos, les Engences, qui se faisaient en réalité appeler les 10 000 lieues. Constitués de mutants, d'hérétiques et de quelques Space Marines dévoyés, les 10 000 lieues avaient pris d'assaut ce monde qui abritait une forteresse d'un chapitre issu du patrimoine génétique de Sanguinius. Les Astartes loyalistes avaient perdu, et la population autochtone qui n'avait pas été éliminée ou réduite en esclavage survivait du mieux qu'elle le pouvait. Comprenant que la grande faille l'isolait de Terra, ignorant si l'Imperium même existait toujours, le lion déclara qu'il refusait de régner. Le souvenir de l'Imperium Secundus de Guilliman le hantant encore. À la place, le lion allait faire ce qu'il savait faire de mieux, organiser les gens et exterminer les bêtes, comme autrefois sur Caliban. Le soir même, le Primarque, Zabriel et les humains partirent du campement aux premières lueurs de l'aube. Ils marchèrent droit vers l'ancienne forteresse du chapitre loyaliste qui se servait de Kamart comme un avant-poste. Ces Space Marines, les Ruby Crescents, s'étaient battus avec honneur contre les traîtres des 10 000 lieues. Leur bastion, la forteresse de la lune Carmin, se dressait fièrement au sommet du mont Santique, un volcan solitaire éteint depuis bien des âges, au versant recouvert d'une épaisse forêt. Une route partait de la forteresse et descendait jusqu'à la ville des chutes d'Uméa, à une 50aine de kilomètres de là.
le lion refusa de pénétrer dans cette cité à présent en ruine d'où venaient les réfugiés qui le suivaient. Le primarque constata que des zones forestières étaient corrompues, mais la planète était encore saine. Étrangement, les changements subis par la flore de Camart ressemblaient fortement à ce qu'on voyait dans certaines régions de Caliban. Le lion, par des moyens qu'il ne pouvait expliquer et après une absence dont il ne gardait aucun souvenir, était arrivé sur un monde qui n'était pas si différent de celui où l'empereur l'avait retrouvé. Arrivant enfin dans les zones de la forêt laminée par les canons de la forteresse de la Lune Carmin qui avaient ciblé les ennemis en approche, le lion et ses camarades croisèrent les armures ternies et les ossements distordus des envahisseurs défunts. L'assaut avait été extrêmement violent et mené sur plusieurs fronts, à en juger d'après le nombre de dépouilles. Lionel Johnson repéra immédiatement que les traîtres avaient pénétré dans la forteresse non pas par la grande porte principale qui n'avait pas cédé, mais par une fissure sombre au pied de la muraille de l'édifice, là où le litho-béton gris émergeait de la roche du cratère. Zabriel supposait que cela venait d'une concentration de bombes à fusion. Le lion nota la stupidité des renégats qui n'avaient pas jugé bon de combler la brèche une fois la forteresse tombée. Mettant son aume, il entra dans la forteresse de la Lune Carmin accompagné de Zabriel, bien décidé à soulager ses poings sur les crânes de quelques traîtres. Personne ne gardait l'entrée et la sortie de la brèche, et le primarque et son compagnon déchu se retrouvèrent dans un vaste espace dégagé qui correspondait au hangar à véhicules de la fortification des Ruby Crescents. Il évolua parmi les cadavres des défenseurs humains, avançant grâce à ses instincts surhumains vers le centre de la forteresse. Zabriel lui fit remarquer qu'il n'y avait aucun cadavre d'Astartes loyaliste, laissant imaginer que de sombres activités étaient en préparation. Cette perspective d'actes aussi odieux firent bouillir le sang du primarque. Puis, surgissant d'une porte derrière laquelle Zabriel et lui attendaient, un cultiste émergea. L'espace d'une seconde, le lion se demanda s'il devait le tuer instantanément, en silence, ou bien l'interroger. Le cultiste prit la décision à sa place quand une bouche immense située à l'arrière de son crâne vit le primarque, et par laquelle émergea une langue longue et bleue, et un cri strident qui parvint à résonner sur d'autres spectres que ceux de la simple audition. Le lion lui désintégra la tête d'un coup de poing, mais l'alerte avait été donnée, et rapidement un flot continu de cultistes arriva sur place. Faisant face à plusieurs êtres arborant des queues, des sabots fourchus et une myriade d'autres mutations, le seigneur de la première avança, son aura faisant reculer les individus des premiers rangs qui comprirent instantanément que cet être était une menace bien plus mortelle que toutes celles qu'ils avaient pu jamais rencontrer. Le lion massacra les renégats et les mutants seulement avec l'aide de ses poings dans une tempête de sang et de tripes arrachées, seulement soutenu par les pistolets bolteurs de Zabriel qui exécutaient les rares individus qui s'étaient extirpés de la furie du primarque. Après ce bain de sang qui avait duré environ 5 secondes, la horde de cultistes qui se trouvait à l'arrière paniqua et se replia dans les entrailles de la forteresse. Pourchassant les renégats, le lion et Zabriel constatèrent la profanation subie par le bastion, les actes de vandalisme cédant bientôt la place à une forme d'écriture manuscrite aux lignes plus précises sur lesquelles l'œil avait encore du mal à se concentrer. Une sensation de malaise s'empara du lion, renforcée par un bourdonnement lancinant qui ne semblait pas posséder de point d'origine et qui n'avait pas baissé ou augmenté en volume depuis qu'il avait commencé à le remarquer. Atteignant enfin une immense porte blindée dont les 2 battants étaient ornés de gravures, le lion et son fidèle compagnon y virent une représentation de Sanguinius profané, ses traits remplacés par des crânes de Space Marines enchâssés dans le métal de la porte. Mais le plus perturbant, c'était que du sang semblait dégouliner des battants, affichant la même température qu'un corps humain. Le lion ouvrit la porte, dont les 2 battants étaient reliés par des filaments translucides, comme si elles avaient fusionné.
À l'intérieur de ce qui avait été le stratégium de la forteresse, se trouvaient 7 Space Marines corrompus qui l'attendaient. Le primarque ne reconnut aucun des appareils présents, les hololithes et les cogitateurs ayant été remplacés par des câbles épais et luisants qui serpentaient sur le sol avant de venir se ficher dans une immense cuve aux parois transparentes, installée contre l'une des parois et dont émanait un halo morbide. Ces Marines du chaos ne reconnurent pas L. Johnson dont le visage était dissimulé par son aume, et le primarque nota que le symbole de sa légion ornant son plastron semblait à leurs yeux entaché d'une certaine ambiguïté. Présent dans le groupe Ronéga, un sorcier du chaos tenta d'entrer dans la tête du primarque qui, pour réponse, bondit au centre de la ligne de tir des Space Marines. Sa force d'impact renversa 2 guerriers avant que l'un d'eux soit projeté par Johnson sur le sorcier et que ce dernier ne puisse réagir. Le combat débuta alors et avec Zabriel en soutien, le lion fit voler dans les airs les Marines du chaos, affrontant à main nue un seigneur du chaos armé d'un marteau tonnerre dont il brisa le dos avec son genou avant de le laisser à terre. Puis, voyant Zabriel victime d'une attaque maléfique du sorcier du chaos, il prit un bolter abandonné au sol et l'utilisa pour tirer sur le sorcier qui, déconcentré, fut égorgé et décapité par le déchu. Devant cette débâcle, les traîtres firent téléporter dans le stratégium 2 oblitérators. Le lion fut touché par une roquette au niveau de son plastron et cela le fit percuter un mur. Il dut se replier sous une grêle de projectiles et d'obus et fut frappé par le poing gros comme une caisse de munitions d'un des 2 oblitérators qui le propulsa dans les airs et l'envoya traverser un mur, le faisant atterrir dans une autre pièce qui s'avéra être un arsenal. Son armure fissurée et son générateur dorsal connaissant une défaillance critique, Lionel Johnson chercha une arme pouvant le sortir de ce guêpier, se glissant entre les râteliers à l'affût de quelque chose qu'il pourrait exploiter. Bien que l'arsenal avait été pillé, il mit la main sur une grenade à fragmentation qu'il arma et jeta avec une précision inhumaine sous le pied droit d'un des monstres, juste avant que celui-ci ne le repose au sol. Et dans un timing parfait, la grenade explosa. Pourchassé, le lion affronta l'autre oblitérateur avec ses poings, faisant reculer le monstre avant de se replier. Mais acculé, il pénétra dans une autre pièce, ornée de bannières qui semblaient commémorer des batailles illustres ou des exploits héroïques. Les oblitérateurs y mirent le feu, déclenchant un incendie. C'est alors que le primarque sentit une humidité ambiante qui ne fit que croître, puis des nuages gris envahirent son champ de vision et occultèrent momentanément les ennemis en approche. Les 2 pans de murs fracassés devant lui ressemblaient presque à des troncs d'arbres, et une canopée végétale semblait avoir remplacé le plafond. Sans explication apparente, le lion était revenu dans la Caliban miroir. Le seigneur de la première se retrouva face à un énorme rocher, lisse et humide, et en tendant la main, il la posa autour de la poignée d'une épée enfoncée à l'intérieur du rocher. Puis, tel un roi d'une légende oubliée, le lion libéra dans un chointement ténu de métal glissant sur la pierre une lame énergétique magnifique, aux proportions parfaites pour ses mains, sa taille et sa force. Le primarque observa la garde en croix ornée d'un motif représentant une version miniature de l'épée entourée d'elle, le symbole des Dark Angels, le sceau que le lion avait fait sien. Puis la forêt s'estompa et il se retrouva de nouveau dans la forteresse de la Lune Carmin face aux 2 oblitérators. Le lion chargea alors et connut la satisfaction de voir que cette nouvelle épée tranchait sans difficulté les abominations, manœuvrant pour que l'un d'eux touche d'un tir dans la tête son compagnon, le tuant avant de finir coupé en 2 par la lame du primarque au niveau de la partie supérieure du corps. Le lion retourna dans le stratégium et y trouva Zabriel, s'apprêtant à achever le dernier traître encore debout. Suite à son affrontement avec les Astartes hérétiques et les Oblitérators, Lionel Johnson s'inquiéta de ses performances guerrières. Il sentit qu'il était légèrement plus lent, que ses coups étaient un peu moins puissants, et il n'était plus aussi endurant qu'autrefois. Certes, il pouvait affronter des hordes de mortels pendant des heures, mais il pouvait sentir la différence, se rendant compte que s'il avait face à lui Conrad Kurz, ce dernier l'aurait déjà déchiqueté en 1000 morceaux en l'espace de quelques secondes. Il supposa que c'était l'œuvre d'une maladie dans l'air corrompu de la forteresse,
Mais après avoir vaincu les Marines du Chaos, il demanda au Seigneur du Chaos qu'il avait terrassé comment se débarrasser de cette faiblesse qui l'amoindrissait. Bien qu'il ait tué en quelques secondes une escouade d'Astartes hérétiques, 2 oblitérators, et fait voler dans les airs comme si c'était un enfant le Seigneur du Chaos. Ce dernier lui demanda qui il était et quand le lion enleva son aume pour lui montrer son visage et lui donner son identité. Le Seigneur du Chaos l'informa qu'il n'y avait aucune maladie à l'œuvre et que le primarque était juste vieux. La morsure implacable de cette vérité fut douloureuse pour le lion, préférant ne pas répondre et laisser finalement Zabri à l'achever le traître. Victorieux, Lionel Johnson baptisa ensuite sa nouvelle épée Féal en témoignage de sa loyauté envers son père et tous les peuples de l'Imperium. Retournant au campement avec des armes et du matériel pour les humains, Lionel Johnson déclara que tant qu'une fraction de l'humanité était menacée, son devoir n'était pas accompli. Ainsi, il débuta la reconquête de Kamart. Bien que cela faisait bien longtemps que le lion n'avait tenté de s'emparer d'un monde sans le soutien d'une armée de Space Marines, Kamart n'était pas Caliban. Son environnement inhospitalier n'était pas aussi intrinsèquement malveillant que les forêts de Caliban et n'abritait pas non plus des créatures aussi dangereuses que les grandes bêtes contre lesquelles lui et l'Ordre avaient livré maintes campagnes. Tout comme il avait uni le peuple de Caliban contre les chevaliers de Lupus, le lion fit de même contre ceux qui s'autoproclamaient les nouveaux dirigeants de Kamart, même si cette fois-ci les batailles rangées cédèrent la place à les guérillas. Les fidèles du chaos avaient détruit les chaînes de commandement de Kamart et la plupart de ses infrastructures, mais il restait suffisamment de troupes pour les repousser. Tout ce qui manquait, c'était l'envie de combattre et les connaissances nécessaires pour affronter l'ennemi. Cette envie fut incarnée par Lionel Johnson. Bon nombre de Kamartiens eurent peur de lui la première fois qu'ils l'avaient vu. Ils étaient convaincus qu'il allait les exécuter parce qu'ils n'avaient pas fourni assez d'efforts pour défendre leur planète, forçant le lion à les persuader qu'il n'en était rien. Il leur expliqua que ces batailles étaient ingagnables pour eux, mais qu'il était là pour s'assurer que les prochaines se solderaient par des victoires. Le primarque remotiva les impériaux qui formèrent à la fin un groupe homogène, faisant naître en eux la détermination de reconquérir leur monde. Finalement, après la reconquête de Kamart, le lion se dirigea instinctivement vers une autre partie de la planète, accompagné de Zabriel et des humains qui lui servaient de garde d'honneur. Lors du voyage, mystérieusement, la compagnie se retrouva propulsée dans la Caliban miroir sans même que le lion ne comprenne pourquoi. Le lion géra les inquiétudes de ses gardes humains qui lui proposèrent de rebrousser chemin. Il accepta, y voyant une solution comme une autre, mais il constata rapidement que tout avait changé. Puis un hurlement retentit au loin, poussant le lion à en chercher l'origine. Féal en main, il mena la colonne tout en ignorant par quel procédé il choisissait l'itinéraire à emprunter, car la forêt ne cessait de se transformer tout en restant presque uniforme. Le même mugissement retentit derrière lui, peut-être un peu plus proche que la dernière fois, puis un autre, différent, comme si les grandes bêtes d'antan le traquaient. Puis le primarque revit le dôme de pierre pâle aperçu la première fois où il s'est réveillé sur la Caliban miroir, mais se rappelant les paroles du guetteur qui l'avertissait de ne pas se rendre sur ce sentier tant qu'il n'était pas assez fort, et préoccupé par la sécurité de ses hommes, le primarque décida de continuer à avancer, guidé uniquement par son instinct. Il vit finalement la brume commencer à se dissiper et les arbres environnants se dévoilant un peu plus. Puis, sans encore une fois savoir comment et quand cela s'était produit, le lion et ses compagnons se retrouvèrent dans une forêt différente, plus réelle et marchant sur du sable. Le primarque était sorti de la Caliban miroir, sur un monde différent, accablé par le soleil. Un petit véhicule à 4 roues conduit par un homme arriva droit sur sa position. Le conducteur, médusé en voyant le primarque, l'informait qu'il se trouvait sur un monde impérial du nom d'Avalus. Sans cérémonie, le lion s'identifia et exigea de voir les autorités planétaires sur le champ.
Bien que ne comprenant pas comment il était possible d'être arrivé sur une autre planète depuis la Caliban Miroir, le lion resta stoïque. Rapidement, des véhicules de transport de troupes arrivèrent pour emmener les 10 soldats, le Space Marine et le géant en armure qui affirmait être un héros des temps anciens sorti de nulle part. Ils furent emmenés à la cité de Xerxes, la capitale planétaire qui occupait une vallée tout entière. Au milieu de nuées de reptiliens ailés pas plus gros qu'une main, Lionel Johnson se retrouva en face des portes du palais sélénite, le centre du pouvoir sur Avalus. Là, l'attendait la maréchale Sina Apna Araj, chef des forces de défense du système et devenue de facto la commandante de tout le système. Durant son trajet pour allier le palais sélénite, le primarque avait appris qu'Avalus avait résisté à de nombreux assauts hostiles depuis l'ouverture de la Grande Faille et se trouvait dans le même secteur que Camart, dans l'Imperium Nihilus. Néanmoins, l'ambiance était tendue, car l'identité du lion restait source d'interrogation, car les primarques étaient devenus des êtres mythiques. Mais la maréchale espérait un miracle et demanda au primarque que son lieutenant, l'oracle Shavar, un psyker, scanne son esprit pour valider son identité. Le lion fut hostile à cette pratique, mais Zabriel le convainquit que cela était la seule solution pour qu'il soit reconnu comme le fils aîné de l'empereur. Johnson accepta tout en mettant en garde Shavar de ne pas aller trop loin. Le psyker s'exécuta et en une dizaine de secondes à peine, il confirma l'identité du seigneur de la première, créant un incroyable sentiment de joie chez les impériaux. Le lion rejeta la proposition de la maréchale de régner sur Avalus, mais demanda le commandement suprême des forces armées, ce qu'il obtint sur le champ. Il ordonna que son retour soit annoncé par tous les systèmes de communication via les astropathes de la planète, afin que des alliés viennent à lui dans le projet de démarrer un processus de réunification de tous les systèmes qui furent isolés. Désormais à la tête d'une véritable armée impériale, le lion se fit une représentation globale de la situation beaucoup plus rapidement qu'un mortel n'aurait pu y parvenir. Puis, il commença à donner ses ordres. Les défenses allaient être reconfigurées, les entrepôts de stockage réapprovisionnés. Il passa une bonne heure à donner ses instructions sans marquer la moindre pause pendant que des coursiers et des opérateurs Vox les relayaient et que des autoscribes les enregistraient pour vérification ultérieure. Le lion ne manquait jamais de souligner le positif à chaque fois qu'il effectuait une modification. Il apprit qu'Avalus avait notamment tenu grâce à sa flotte et à ses boucliers. Mais plus intéressant, 6 mois avant son arrivée, il apprit qu'un appareil d'atterrissage avait réussi à atteindre la surface d'Avalus et s'était écrasé dans un des districts délabrés de la capitale. Aucun cadavre au niveau de l'épave n'avait été retrouvé. Plus tard, avec Zabriel dans ses nouveaux appartements au sein du palais, Lionel Johnson expliqua à Zabriel qu'il était persuadé que les mystérieux passagers de la navette qui s'était écrasée étaient en vie et qu'ils étaient des déchus. Le primarque commençait à croire que son don de se déplacer dans la Caliban Miroir l'emmenait dans des lieux où se cachaient ses fils, une sorte d'instinct ou une force extérieure le conduisant vers eux. Puis il demanda aux déchus de retrouver ceux qui s'étaient cachés dans la navette, puis sur Avalus, et de les ramener à lui. La recherche de Zabriel fut fructueuse, car il retrouva 3 déchus qui survivaient ensemble. Il s'agissait de l'épéiste fanfaron mais mortel, chevalier commandant Kai, de l'ancien instructeur de Zabriel, le chevalier sergent Afkar, et du mystérieux Lohawk, le murmure écarlate qui refusait d'enlever son casque. Les 3 déchus qui avaient vécu la chute de Caliban et conservaient du primarque l'image d'un seigneur vengeur venu les massacrer acceptèrent de le rencontrer au jardin du crépuscule, au sein du palais sélénite, qui était un immense balcon situé à 3 étages au-dessus du sol, aligné en direction du soleil couchant. Le lion fut réveillé par une sonnerie du Vox dans sa chambre et prévenu par un serviteur du palais que ses fils l'attendaient. Satisfait d'apprendre que la mission de Zabriel fut couronnée de succès,
le primarque se rendit au lieu de rendez-vous en robe de chambre et armé de féal. Face à ses 3 fils, et y reconnaissant Kai et Hafkar personnellement, il exprima son regret de les avoir trahis, faisant face notamment aux sentiments hostiles d'Hafkar, mais assura que ce furent Luther et sa clique qui avaient tiré sur sa flotte en premier, et qu'il avait vu son ancien second faire usage de sorcellerie. Néanmoins, il comprenait à présent que beaucoup sur Caliban ignoraient la duplicité de Luther, et il était prêt à corriger cette situation. C'est alors que le chevalier Kai taquina le lion, l'épéiste exprimant son étonnement devant le visage vieilli du primarque et son ton moins vindicatif qu'autrefois, ce qui piqua au vif El Johnson qui ne savait pas vraiment s'il était heureux de revoir ce fils qui avait plus sa place chez les Emperor Childrens au vu de son caractère que dans l'antique Première Légion. Kai dégaina son épée énergétique et attaqua le seigneur de la première. Le lion esquiva les coups du chevalier qui prouva au passage qu'il était bel et bien l'un des meilleurs, voire le meilleur épéiste des Dark Angels de la Grande Croisade. Le lion faillit être touché 3 fois par le chevalier et avoir le bras droit sectionné. L'épéiste lui demanda d'arrêter de se défendre et d'attaquer, le lion lui offrant ce qu'il souhaitait en lui balançant un coup de pied qui l'envoya faire un vol plané de 3 mètres en arrière. Puis d'un coup de féal, il le désarma et posa la pointe de sa lame énergétique à 1 centimètre du gorgerin du chevalier, lui ordonnant de ne plus jamais mettre sa patience à l'épreuve. C'est alors que Kai enleva son casque et, sourire aux lèvres, s'agenouilla et prêta de nouveau serment d'allégeance au lion, affirmant que l'on jugeait mieux le caractère d'un homme à ses passes d'armes à l'épée que par des paroles de réconciliation. Le fait que le lion ne l'ait pas tué prouvait qu'il souhaitait rebâtir une fraternité, chose que Kai recherchait aussi. Puis ce fut au tour de Lohawk de renouveler son serment d'allégeance, le déchu exprimant son souhait de connaître la rédemption. Quand ce fut au tour d'Hafkar, Lionel Johnson lui promit que chaque déchu non corrompu par le chaos recevra la chance de se repentir et de se battre à ses côtés pour sauver l'humanité de l'extinction. Ému, Hafkar décida de rejoindre sa cause et de devenir avec ses 2 autres compagnons un Apsu. Satisfait, le lion décida de préparer avec ses fils une campagne d'unification du secteur. Avalus fut rapidement la cible du chaos, les traîtres des 10 000 lieues ayant appris la perte de Kamrat et le retour de Lionel Johnson grâce aux communications astropathiques que le primarque avait ordonné de diffuser dans tout le secteur. Le seigneur sorcier Sépharax, chef des 10 000 lieues, avait ordonné à ses lieutenants Baelor et Varkan le Rouge de capturer le lion et de le lui ramener vivant. Une immense flotte du chaos fonça vers Avalus avec rapidité et férocité, tel un direct puissant qui serait dévastateur s'il touchait sa cible de plein fouet. Dès les premiers relevés positifs des censeurs, le primarque fut prévenu et amené sur le vaisseau amiral le Chevalier Sélénite, un croiseur de bataille de classe Armageddon. Sur la passerelle du navire aux côtés de l'amiral Derigan, il calcula que 184 bâtiments renégats, dont 16 bâtiments de guerre majeurs, faisaient face à la flotte impériale 2 fois moins importante et 3 fois moins pour ce qui était des bâtiments majeurs. Une fois que Toral ait conclu que la retraite ou la fuite dans le Warp était impossible, le lion transmit un message Vox à l'ensemble de la flotte, appelant les défenseurs d'Avalus à ne pas céder à la peur et de faire leur devoir avec détermination et efficacité pour pousser l'ennemi à commettre des erreurs qu'il paierait cher. Je ne suis pas revenu après 10 000 ans d'absence pour échouer dans la tâche que je me suis fixée. Je veux que chacun d'entre vous, du capitaine au matelot asservi, sache que je donnerai ma vie pour défendre votre monde si nécessaire. Cela dit, je ne crois pas que mon père m'ait guidé jusqu'à vous pour que je meure aussi vite. Alors que tout le monde retourne à son poste, apprêtez les armes et préparez-vous à abattre ces traîtres et ces hérétiques, pour Avalus, pour l'Imperium et pour l'Empereur lui-même. Devant les interrogations de Zabriel qui avait été nommé responsable de la station des Auspex, le primarque lui affirma qu'il était de plus en plus persuadé que quelque chose l'avait guidé et que ce quelque chose était l'empereur.
L'affrontement débuta rapidement, la flotte du chaos adoptant la stratégie simple et brutale de foncer dans le tas, approchant d'Avalus par sa face nocturne, ce qui à dessein ou par le fruit du hasard permettrait de foncer droit sur Xerxes. La capitale planétaire était protégée par 2 forteresses stellaires de classe Gaugamela qui se trouvaient en orbite géostationnaire au-dessus de la cité, mais elle ne pouvait à elle seule repousser une armada aussi imposante. L'assaut avait beau être dénué de la moindre subtilité, il ne nous laissait que 2 options peu réjouissantes: tenir les positions et combattre frontalement leurs vaisseaux, ou éviter l'engagement et donner à l'ennemi libre accès à la capitale. Le Lion savait que si les Space Marines du chaos atteignaient la capitale, ce serait un désastre. Au vu de la situation, il ne pouvait faire qu'un seul choix. Il ordonna que la flotte se réorganise pour former un ordre de bataille composé de 3 sphères, chacune centrée autour de 2 bâtiments majeurs, avec la planète et les forteresses stellaires dans le dos. Le chevalier sélénite se trouvait au cœur du dispositif, flanqué du volonté inflexible, un vaisseau de classe dominateur. L'aile tribord s'articulait autour du dame varin et du pèlerin, 2 appareils de classe lunar, tandis que l'aile bâbord s'ancrait autour du furie vengeresse, un vaisseau de classe dictator, et du fléau des traîtres, un appareil de classe gothique. La flotte s'étira sur un front plus étiré que la flotte du chaos, plus dense, et ses ailes étaient dans une position plus avancée afin de pouvoir provoquer un maximum de dégâts depuis leurs 2 flancs. Le primarque lança les hostilités en ordonnant que soient tirées des torpilles pour infliger des dégâts significatifs, mais aussi pour perturber les mouvements de l'ennemi. Les batteries de canons tirèrent sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, de même que les rayons à énergie hyper concentrée. Mais ce fut surtout le canon Nova du volonté inflexible qui provoqua une explosion au milieu de la flotte ennemie qui commença à se disperser. Le primarque exigea que les bâtiments majeurs ennemis subissent un maximum de dégâts avant d'entamer véritablement les hostilités, tout en s'exaspérant de devoir manipuler une technologie impériale d'affichage hololithique qui refusait de lui obéir dans la seconde, lui faisant regretter l'efficacité clinique de l'Invisible Reason. Le primarque découvrait les joies de la déchéance technologique de l'Imperium. Cependant, la stratégie du Lion s'avéra payante, créant la confusion dans l'organisation de la flotte du chaos et dont les commandants décidèrent de viser les récalcitrants en leur tirant dessus pour restaurer l'ordre. Le primarque exprima son effroi en découvrant via des images PIX les escadrons de chasseurs que les forces renégates envoyaient, des machines démons connues sous le nom de Métadrak. Cela l'amena à se demander s'il y avait une seule chose dans ce millénaire qui n'était pas pire que dans celui qu'il avait quitté. L'un des dons les plus importants que possède Lionel Johnson est sa concentration. Si son frère Robooté Gilliman était capable de se concentrer sur une 12aine de tâches simultanément, de leur accorder à chacune un degré d'attention que la plupart des mortels ne pouvaient pas déployer sur un seul sujet à la fois, le Lion a toujours considéré que les détails périphériques devaient être délégués à ses subordonnés. Focaliser son attention sur un seul problème jusqu'à ce qu'il soit résolu de manière satisfaisante, telle est sa nature profonde. Il avait conscience que ce trait de caractère le faisait paraître froid et distant aux yeux d'autrui, mais cela aussi était un détail périphérique. Quand les canonnades au corps à corps débutèrent, le Lion coordonna alors la défense impériale, offrant des solutions pour plonger dans les brèches de la formation du chaos grâce à son incroyable aptitude de concentration. Le chevalier sélénite se retrouva à devoir manœuvrer au milieu des vaisseaux du chaos avec pour cible sélectionnée par L. Johnson 2 vaisseaux de classe massacre, l'impitoyable et l'intrépide, dont les puissances de feu étaient bien supérieures au chevalier sélénite. Le primarque fit faire au chevalier sélénite une manœuvre audacieuse plongeant et glissant sous le plan horizontal de l'impitoyable, permettant aux batteries impériales de labourer le ventre du navire ennemi. 3 croiseurs légers de classe Dauntless fondirent sur la position de l'impitoyable pour exploiter sa vulnérabilité et le découpèrent grâce à leurs armes à énergie à la puissance disproportionnée. Même si l'impitoyable emporta l'un d'eux dans la mort,
L'intrépide explosa à son tour quand le chevalier sélénite se retrouva dans un angle optimal pour le détruire, couronnant de succès la manœuvre du lion. Satisfait, le primarque se retrouva face au titanesque vaisseau amiral des traîtres, le Seigneur de la Domination, un croiseur de classe Furious. L. Johnson comprit au vu de la stratégie violente et directe du navire que son commandant était un disciple de son frère renégat Angron. Les boucliers du chevalier sélénite furent détruits sous les tirs furieux du Seigneur de la Domination et ses moteurs gravement touchés. À la merci de son ennemi, Johnson pouvait néanmoins constater avec satisfaction que la moitié de la flotte du chaos avait été détruite malgré la perte d'environ la moitié des croiseurs légers et des appareils d'escorte impériaux. Mais la flotte du chaos avait accompli son objectif, en théorie du moins, celle de forcer le passage, et pouvait, si elle le désirait, entamer sa descente vers Avalus. Mais alors que le lion s'apprêtait à faire tirer ses dernières torpilles, le commandant du Seigneur de la Domination, Varkan le Rouge, se téléporta avec 5 monstrueux Terminators du chaos de cornes. Varkan le Rouge, un monstre bouffi par les pouvoirs impies conférés par les puissances du chaos et dont l'armure Terminator le rendait presque aussi imposant qu'un primarque, hurla son désir de prendre la tête du lion malgré les ordres contraires du Seigneur Serafax. Le primarque l'entendit et l'invita à venir la prendre. Armé de son nouveau pistolet à plasma, Arma Luminis, il tira sur le Seigneur du Chaos, mais les sceaux impies gravés sur l'armure du renégat absorbèrent les traits d'énergie. Ordonnant à l'équipage d'évacuer la passerelle, le lion tira Féal et d'un bond majestueux il s'élança par-dessus la balustrade, survola le fossé réservé aux membres d'équipage et atterrit devant le Terminator de tête avant que ce dernier n'ait atteint la moitié de l'escalier. Le primarque envoya valdinguer les Terminators du chaos, Féal découpant armure et chair avec facilité quand il ne leur vaporisait pas tout simplement la tête avec son pistolet à plasma. Malgré un coup reçu violemment au niveau de son flanc et qui lui brisa les côtes, le lion massacra ses ennemis, profitant du soutien des tirs de Zabriel en parallèle. Il trancha notamment le poignet du bras d'arme de Valkan avant de lui enfoncer sa lame dans la tête. Suite à cette victoire qui fut acquise en moins d'1 minute et qui vit la mort de 6 Terminators du chaos, dont un seigneur de guerre de cornes, au grand regret de Kai qui était arrivé trop tard pour profiter des réjouissances, le primarque se concentra à nouveau sur la bataille spatiale. Étonnamment, le Seigneur de la Domination ne bougea pas, mais la situation des impériaux était précaire, bien qu'il était certain qu'aucun autre membre présent sur le théâtre d'opération n'aurait pu obtenir un 10e du résultat du lion, et ce sans être le moins du monde arrogant. Johnson décida de transmettre une retransmission générale, y compris vers les vaisseaux ennemis, annonçant la mort de Valkan le Rouge, et qu'il allait réserver le même sort à tous les traîtres à portée de main. Mais alors que les rapports sur l'état de la flotte d'Avalus soulignaient son état désespéré, un miracle se produisit. Une flotte de pirates, dirigée par un ancien membre de la Première Légion, le chevalier capitaine Borz et 4 autres déchus, apparut à l'arrière de la flotte du chaos. Borz, un vétéran borgne des Dark Angels, harcelait une demi-douzaine de systèmes depuis des décennies et était connu pour ses actes de flibusterie sur Avalus. Mais quand sa flotte avait reçu les transmissions astropathiques annonçant le retour du lion, Borz avait mis le cap vers Avalus afin de se mettre de nouveau au service de son génocide. Le lion communiqua avec Borz et ensemble ils attaquèrent les derniers vaisseaux renégats, offrant la victoire à l'Imperium. La flotte des 10 milieux battit en retraite quand le lieutenant restant de Serafax, Baelor, lui-même un déchu, ordonna de se retirer, tout perturbé qu'il était d'avoir entendu la voix de son primarque qu'il croyait mort depuis longtemps. Après cette victoire, Lionel Johnson prit le temps de méditer et finalement se retrouva de nouveau au sein de la Caliban Miroir. Ouvrant les yeux, il se retrouva assis sur l'herbe des forêts qu'il connaissait parfaitement. Cela l'amena à se demander s'il serait capable de contrôler ce don des plus étranges. Il se trouva de nouveau près de la rivière où il s'était réveillé après ses millénaires de sommeil et fit face au château où il avait vu le roi pêcheur dans sa barque. Mais ce dernier n'était plus là. De même aucun signe d'un guetteur des ténèbres.
Il pénétra finalement dans le château. Il se retrouva alors dans une pièce oblongue, au plafond voûté, soutenu par des poutres de bois sombre. Un feu brûlait dans une alcôve située au milieu du mur qui lui faisait face. Et à l'autre bout de la pièce, assis sur un fauteuil au dossier imposant, le lion vit le roi blessé assis devant une table en bois. Le vieux roi ne bougeait pas, ne parlait pas. Le primarque traversa la pièce en direction du monarque, troublé devant le silence de cet être qui se contentait de le regarder. Le lion s'arrêta à quelques pas de la table sur laquelle 3 objets étaient posés. Sur la droite du roi, un candélabre en or. Sur sa gauche, une lance dont la lame était recouverte de sang, et devant le monarque, un calice doré à large bord orné de silhouettes gravées sur tout son pourtour. Le lion revit la tache de sang du vieux roi qui imbibait le tissu qui couvrait son abdomen. Les 2 occupants de la pièce se regardaient, les yeux dans les yeux, le visage du roi arborant une expression où se lisait une certaine attente. C'est alors que le lion se rappela de nouveau que le guetteur lui avait dit qu'il n'était pas assez fort, et il ne put s'empêcher de penser que l'attitude du roi n'était pas le fruit d'un choix personnel. C'était une sorte d'énigme, quelque chose empêchant activement le roi de communiquer tant que le primarque ne lui aurait pas dit les bons mots au préalable. Il demanda l'identité au vieux roi dont les yeux se focalisèrent immédiatement sur lui, comme s'il le voyait véritablement pour la première fois. Puis son regard se perdit à nouveau dans le lointain, bien que le lion perçût la frustration du monarque. Il lui demanda alors comment le guérir. Le roi le regardant de nouveau, son regard communiquant un avertissement dont la nature échappait encore à Johnson. Puis des ombres projetées par le siège du roi, engendrées par le feu et les candélabres sur les murs, commencèrent à onduler de leur propre chef, s'allongeant et s'épaississant et se tendant vers Lionel Johnson. C'étaient les mêmes silhouettes noires qui sinuaient dans l'eau, sous la barque du roi quand il pêchait dans la rivière, et dans lesquelles s'épanchait le sang du monarque. Le regard du roi se faisait un peu plus affûté et exprimait désormais à la fois de la rage et de la déception. Puis les yeux du roi s'illuminèrent, et la vision du lion vira au blanc. Quand il recouvrit la vue, il se trouvait à nouveau dans ses quartiers, à bord du Glory of Terra, son vox émettant une série de trilles pour l'avertir qu'ils étaient arrivés à destination. Apprenant où se terrait Sérafax, le chef de la bande de guerre des 10 milieux, le primarque et ses absous mirent le cap vers Ténébra. Lionel Johnson refusa de rassembler les vaisseaux encore intacts de la flotte d'Avalus, incapable de rivaliser avec la puissance des 10 milieux. Le lion n'avait aucune intention de les conduire tout droit dans un piège tendu par Sérafax, qui pouvait très facilement anéantir la flotte d'Avalus en un seul engagement. L'invitation du seigneur sorcier s'adressait au lion et c'était donc le lion qui avait répondu. Le primarque fit le pari que Sérafax avait une idée précise dans la tête, une idée qui allait au-delà du conflit militaire. Le lion avait donc la ferme intention de déclencher le piège tendu par le sorcier pour le retourner contre lui. Et s'il se trompait, en revanche, autant limiter le nombre de personnes qu'il entraînerait avec lui dans la mort. Le vaisseau du lion émergea finalement du warp dans un frémissement imperceptible. Une transition étonnamment tranquille, comme il s'en produisait rarement, surtout par les temps qui couraient. Selon le lion, il était probable que Sérafax ait facilité leur passage pour servir ses propres desseins, une perspective qui ne l'enchantait guère. Se rendant ensuite dans la soute du vaisseau, le lion ordonna à ses 20 guerriers de fermer les yeux, et il arriva finalement à invoquer de lui-même la Caliban miroir. Les absous se retrouvèrent dans la mystérieuse forêt et suivirent le lion qui pariait que son nom n'avait pas été anticipé par Sérafax, avantage tactique qu'il exploitait en espérant prendre l'ennemi par surprise. Le lion guida son groupe dans les brumes inquiétantes de ce monde. Peu à peu, le décor changea et le primarque et ses fils se retrouvèrent dans un atrium dans le palais de la gloire, cerné par l'ennemi. Leur adversaire s'avéra être une harde d'hommes bêtes.
Le lion et les Apsus les trucidèrent, mais malgré la destruction qu'ils semèrent dans les rangs des Abhumains, leur haine et leur détermination les forçaient à attaquer encore et encore. Les créatures furent repoussées et massacrées et jamais elles ne réussirent à s'approcher du lion, du moins pas de leur propre initiative. C'est alors que l'air se mit à miroiter et que la silhouette de Sérafax émergea en lançant un trait lumineux sur El Johnson depuis son bâton maléfique, trait qui se dissipa à 30 cm de la vision en forme de grille du casque du primarque. Le lion riposta aussitôt avec l'Arma Luminis, mais le trait de plasma incandescent se dispersa sur l'écran de protection mystique que Sérafax avait conjuré devant lui. Le sorcier fit une nouvelle tentative avec son bâton, mais le rayon s'évapora une fois de plus avant de toucher sa cible. Le lion bondit en avant bien décidé à achever son adversaire avec Féal, mais Sérafax s'enfuit par une porte, le lion sur ses talons. Les Apsus ne parvinrent pas à les suivre car ils furent pris au combat rapproché avec les Astartes hérétiques de la garde dolente menée par Markog. Le temps que les Apsus éliminent les hérétiques, Markog tombant sous la lame de Gaalad avant d'être achevé par Zabriel, le primarque et Sérafax étaient loin. Le lion poursuivit Sérafax comme un chasseur qui tient sa proie dans sa ligne de mire. La poursuite le fit traverser le palais, éliminant au passage les hommes bêtes et les cultistes qui se dressaient sur son chemin. Il finit par atteindre l'extrémité de ce qui avait dû être autrefois un corridor majestueux, mais qui était aujourd'hui profané par des glyphes repoussants, tracés à l'aide de fluides corporels nauséabonds. Faisant face à une immense porte à double battant ornée de sculptures et de décorations si magnifiques que même les actes de vandalisme des envahisseurs n'ont pu en entacher totalement la beauté, il pénétra précautionneusement dans les lieux, brandissant l'Arma Luminis dans une main et serrant Féal dans l'autre. Ce lieu était autrefois la salle du trône du gouverneur de ce monde, le primarque apercevant le dit trône avec un immense miroir en argent suspendu au-dessus. Au milieu de la salle se trouvait une fosse entourée d'une large esplanade composée de dalles de pierre recouvertes de symboles. Recherchant le point d'ancrage qui composait toute forme de sorcellerie du Warp, il comprit que cet élément était l'étrange miroir. Mais alors qu'il levait l'Arma Luminis pour détruire le miroir, Sérafax émergea de la fosse centrale portée par la puissance de sa sorcellerie et libéra un nouveau trait d'énergie en direction de la poitrine du lion. Cette fois, ce trait ne se dissipa pas avant de le frapper et une terrible douleur l'envahit, lui faisant perdre tout contrôle sur son corps. Le sorcier se posa délicatement sur les dalles et envoya des chaînes qui s'animèrent et fusèrent à travers la pièce à la vitesse de cobras fondant sur leur proie. Les chaînes s'enroulèrent autour d'El Johnson, clouant ses bras contre ses flancs et entravant ses jambes avant de se voir élevé dans les airs. Sérafax avait en réalité retenu ses coups pour attirer le primarque dans ce piège. Après avoir révélé que ces chaînes avaient été fabriquées selon un rituel qui les rendait incassables, le seigneur sorcier fit un nouveau geste, et les chaînes commencèrent à entraîner le lion vers le fond de la fosse, d'où un symbole était tracé à même le sol, une étoile à 8 branches. Sérafax expliqua alors qu'il avait extrait le fer présent dans les corps des habitants de Ténébra pour son rituel, mais qu'il lui manquait un puissant héros de l'Imperium pour son projet, rôle que Lionel Johnson pouvait parfaitement jouer. Sérafax souhaitait sauver l'humanité, dégoûté qu'il était des guerres sans fin d'Abaddon le Fléau et des invasions Xénos. Pour ce faire, il fallait tuer l'empereur sur son trône d'or afin que le dieu qu'il était réellement s'élève totalement vers le Warp, détruise les puissances de la ruine et les divinités vagissantes des races Xénos, afin qu'il puisse superviser la seconde grande croisade de l'humanité. Le déchu voulait soumettre l'âme du lion à sa volonté avant de l'envoyer sur Terra abattre le maître de l'humanité, pariant qu'un héros tel que le seigneur de la première se ferait accorder une audience avec son créateur. Aux yeux du lion, son fils renégat était complètement fou. Son plan d'origine était d'utiliser un héros de l'Imperium, mais n'importe quel héros n'aurait jamais pu accéder ne serait-ce qu'à la moitié du couloir menant vers la salle du trône. Un plan parfaitement ridicule, digne d'un fou ayant été corrompu par les puissances mêmes qu'il cherchait à détruire. Finalement, le sorcier ordonna à son lieutenant arrivé sur place, Baelor, d'enlever le casque du primarque. Puis, avec un couteau rituel, il entailla la joue du lion. Le sang du primarque tomba sur le symbole de l'étoile à 8 branches,
sur lequel le lion était agenouillé, les gouttes commençant à fumer et les volutes s'envoler en suivant les lignes tracées sur le sol. Le lion eut l'impression que quelqu'un voulait arracher son squelette à travers sa chair. Quant au miroir en argent, il semblait croître en taille et en luminosité. Cet artefact renfermant une complexité infinie, l'aspirant en lui et le séparant de son propre corps. Et pour cause, il s'agissait d'un artefact façonné à partir d'un fragment de l'une des tours démoniaques de Tzinch, le dieu du changement. Le lion lutta de toutes ses forces et de sa volonté, forçant Sérafax à user de violence pour essayer de briser le primarque. C'est alors que les Apsus arrivèrent, déconcentrant Sérafax qui fut forcé de les combattre. Grâce à l'arrivée de ses fils, le lion sentit que les chaînes qui l'entravaient se desserraient légèrement. Le lion ordonna à ses guerriers, par-dessus le staccato assourdissant des bolteurs et le grésillement des traits de plasma incandescents, de détruire le miroir. Ses fils lui obéirent, et malgré les hurlements de rage de Sérafax qui agitait inutilement son bâton dans tous les sens pour dévier les projectiles explosifs qui fonçaient droit sur le miroir, les bolts étaient trop nombreux. Bien vite, l'artefact se déforma à cause des impacts et le lion distingua des ombres dotées d'yeux, de griffes et de dents apparaître dans le miroir. Puis un trait de plasma frappa le miroir en plein centre et des gouttes d'argent fondu commencèrent à dégouliner directement sur Sérafax. Le sorcier hurla quand une langue d'argent incandescent tomba sur son visage. Gouttes d'argent qui semblaient posséder une volonté propre, car tourbillonnant autour de son armure. En quelques secondes, l'armure du seigneur sorcier fut nimbée d'une lueur scintillante, tandis que des griffes argentées jaillirent du bout de ses doigts, transperçant la céramite avant de fusionner avec elle. Devenu fou allié, la voix de Sérafax changea et des ailes d'argent teintées de bleu jaillirent de son dos et se déployèrent avec des visages apparaissant sur la surface polie des ailes. Les visages des fils du lion qui l'avaient accompagné sur Ténébra. Tous les Apsus présents tombèrent à genoux, leur psyché étant directement arrachée de leur être par Sérafax. Le lion lutta contre les chaînes quand l'archiviste Bévadan, un des déchus qu'il avait fini par trouver plus tard, tomba à côté de lui et lui demanda de briser l'enchantement mystique de ses chaînes et, exténué, Bévadan utilisa tous ses pouvoirs psychiques contre le sorcier qui tituba suffisamment longtemps pour permettre au primarque d'arracher ses entraves. En un clin d'œil, le lion frappa avec féal le bâton de Sérafax, le coupant en deux. Emporté par son élan, le lion percuta le seigneur sorcier du chaos devenu démon du chaos de plein fouet et l'entraîna au sol, positionnant la pointe de son épée au-dessus des cœurs du seigneur sorcier. Il ordonna au déchu de libérer ses fils, mais Sérafax profita de ce sursis pour envoyer depuis ses ailes un nouveau trait de force argenté qui frappa le primarque de plein fouet. S'écroulant au sol, le lion se retrouva de nouveau paralysé à cause des symboles impies dessinés sur le sol. Alors que la chose Sérafax déployait ses ailes pour arracher l'âme du lion, il fut trahi par son lieutenant Baelor qui lui planta la lame rituelle dans le dos. Baelor fut terrassé par les griffes argentées du sorcier, mais eut le temps de sectionner les ailes du seigneur des 10 000 lieues. Sérafax s'effondra pris de convulsions, sa chair se couvrant de cloques avant de se dissoudre. Libéré, Lionel Johnson se dirigea vers Baelor pour le remercier. Le déchu expliqua que Sérafax lui avait dit qu'il allait libérer l'empereur et non le tuer, et qu'il avait compris trop tard que son seigneur, frère et ami n'était plus depuis longtemps. Mieux, le fait de voir son primarque se battre comme jamais pour sauver ses fils lui avait fait comprendre qu'il était dans l'erreur. Le lion l'invita à rejoindre les Apsus, lui offrant son pardon. Mais Baelor était trop grièvement blessé et demanda au primarque de lui donner la paix de l'empereur. Le lion accepta et avec une concentration absolue, il brandit Féal et frappa d'un mouvement fluide, décapitant en un instant Baelor.
Puis il ordonna à ses fils de brûler au lance-flammes tout ce qui pouvait l'être avant que des renforts ennemis n'arrivent. Une fois fait, il invoqua de nouveau la Caliban miroir. Le seigneur de la première et ses absous quittèrent alors Ténébra. La victoire du lion sur Sérafax mena à l'implosion des 10 milieux en une multitude de factions, chaque seigneur de guerre cherchant à combler le vide laissé par la mort du seigneur sorcier. Cela impulsa l'alliance des mondes humains qui formèrent le protectorat du lion, alliance qui traqua et élimina de nombreux éléments éparses hérétiques. Le protectorat du lion s'étendait et incorporait progressivement de plus en plus de systèmes. Sur la base du volontariat, comme le lion se plaisait à le répéter, ces armées avaient déjà suffisamment de mal à défendre leur territoire contre les pillards pour en plus essayer de soumettre par la force les peuples qui voudraient résister. Toutefois, la plupart des systèmes ont favorablement accueilli l'arrivée d'autres humains après la longue période d'isolation qu'ils ont connue, et aucun des dirigeants qui a rencontré le lion en personne n'a refusé sa proposition, malgré tous les efforts qu'il déployait pour afficher une apparence pacifique. Partout où il se rendait, il était célébré comme un héros, un sauveur, voire un dieu. Très vite, le lion s'est refusé à entrer dans le jeu de la divination. Mais il ne pouvait y échapper car pour les habitants de cette galaxie du futur, l'empereur était considéré comme un être divin, par conséquent, ses fils devenaient au moins des êtres de nature semi-divine. Le fait que l'empereur lui-même ait toujours affirmé n'être qu'un homme importait peu, pas plus que le fait que les primarques soient le fruit d'un procédé scientifique, et non la combinaison de plusieurs ADN par le truchement de méthodes biologiques plus rudimentaires. Le lion n'avait donc que deux options possibles. Soit il ressassait sans cesse les mêmes arguments, alors qu'il savait pertinemment que ceux à qui il s'adressait pensaient qu'il se contentait de faire preuve de modestie, soit il laissait ses interlocuteurs croire ce qu'ils voulaient croire. Lorsqu'il se sentait d'humeur ombrageuse, il envisageait de prendre des mesures coercitives contre ceux qui se faisaient les chantres de sa déification. Mais se souvenant du récit de Guilliman suite aux événements de Monarchia, il savait que si les gens désiraient tellement se raccrocher à une figure divine qui soit proche d'eux, à la place de la figure lointaine de l'empereur sur Terra, alors mieux valait qu'ils jettent leur dévolu sur Lionel Johnson que sur d'autres candidats potentiellement moins fiables. Alors qu'il ignorait toujours si l'Imperium avait survécu sous une forme ou une autre malgré l'envoi de flottes expéditionnaires pour récolter des informations à ce sujet, le Lion a fini par recevoir des nouvelles de l'Imperium, mais sous une forme qu'il n'avait pas anticipée. À bord du navire chevalier sélénite, alors que le Lion était en train d'étudier les rapports d'avarie de la flotte qu'il venait de mener au combat contre les pirates orques qui se terraient dans les champs d'astéroïdes près du monde de Nénéraire, une barge de bataille du chapitre des Blood Angels apparut. C'était le Fureur de Baal, et son commandant voulait parler au Lion immédiatement. Heureux de retrouver les fils de son frère Sanguinius, Lionel Johnson ordonna de les accueillir sur le pont du hangar avec Zabriel à ses côtés. 3 Thunderhawks atterrirent et 60 Blood Angels apparurent, rapidement suivis par 10 autres encadrant leur commandant. Un guerrier paré d'une armure dorée extraordinairement ouvragée et arborant un masque recouvrant son visage. À la vue de ce masque qui arborait les traits de Sanguinius déformés par une expression de rage et de chagrin qui transperça son cœur, le primarque s'avança, furieux, en demandant au guerrier doré comment pouvait-il oser porter un tel masque. Le commandant des Blood Angels se présenta comme étant Dante, serviteur de l'empereur depuis près d'un millénaire. Une durée de service qui étonna le Lion. En levant son casque, le Lion vit dans les traits du visage de Dante un écho lointain du grand ange. Mais le plus grand étonnement de Lionel Johnson fut quand Dante le salua par son nom, ne remettant aucunement en doute son identité. Cette reconnaissance s'expliquait pour Dante par le fait que rien ne pouvait rivaliser avec la prestance d'un primarque, excepté un autre primarque. À peine eut-il entendu ces mots, que le Lion lui demanda si un autre de ses frères vivait.
C'est alors que Dante lui apprit de grandes nouvelles. L'Imperium existait toujours et était sous le commandement protecteur de Roboute Guilliman. Une vaste campagne pour repousser le chaos et connue sous le nom de Croisade Indomitus était en cours. Guilliman avait franchi après de terribles combats la Grande Faille, amenant avec lui de nouveaux types de Space Marines, les Primaris. Les pensées de Lionel Johnson tourbillonnèrent alors dans sa tête, heureux d'apprendre que des bastions d'humanité existaient un peu partout dans la galaxie, bastions avec lesquels il pouvait se coordonner pour repousser les ténèbres. Mais la pensée qui éclipsait toutes les autres, c'était que son frère loyaliste Roboute Guilliman était vivant. Et la seule pensée qui inonda alors son esprit fut qu'il n'était plus seul.